bonjour à tous, bienvenue dans ce débrief d'après conseil communautaire. Bonjour tout le monde. Bonjour Emmanuel. Nous sommes donc aujourd'hui suivant le conseil communautaire du 29 février, où une ambiance générale était formidable, dans le meilleur des mondes, où nous étions dans une démocratie parfaite. C'était un bonheur. C'était un bonheur. Alors comment s'est passé ce conseil et qu'est-ce que tu pourrais en retenir déjà? Alors déjà, sachez-le, hein, il y avait très peu d'élus fréjussiens qui étaient présents. Déjà, le maire, Rachlin, n'était pas là. Il a séché le conseil communautaire. Bon, c'est pas la première fois, mais voilà, ça méritait d'être signalé. Il avait sûrement d'autres choses à faire, c'est les vacances scolaires. Donc, je pense qu'il était occupé ailleurs. Non, ce que je retiens surtout, c'est cette ambiance un peu délétère qui règne à l'intérieur de ce conseil. Alors autant à Fréjus, vous le savez, on me coupe les micros, autant dans le cadre du conseil communautaire, ça ne se passe pas du tout de la même manière. Mais c'est toujours le président, évidemment, qui a la maîtrise, la maîtrise du timing et surtout de la parole. Et c'est ce qui agace prodigieusement le président Masquelier, c'est que certains élus, dont je suis, viennent d'abord lire les 350 pages de projet de délibération qui nous sont transmises 5 jours avant le Conseil, et à partir de ces lectures viennent poser un certain nombre de questions, peut-être à mauvais escient, parce que comme on n'est pas dans le cœur du vainqueur, on n'a pas toutes les informations. Mais vous voyez, le principe du débat, c'est justement de débattre. Voilà. Ouais. C'est d'échanger des points de vue. Parce que, à titre personnel, si on vient me convaincre avec un sujet, un verbe, un complément, eh ben, je vais vous faire une confidence, je suis même capable de changer d'opinion initiale et de me ranger aux opinions dont on m'aura convaincu de la pertinence. Ce qui n'est pas le cas de M. Masquelier, puisque au cours des débats, il a quand même réussi à me glisser cette perle. Je vous l'indique parce que ça ne fait pas partie de la relation qu'on a fait Var-Matin. Mais Masquelier m'a sorti que mes interventions orales étaient disproportionnées par rapport aux points politiques que je représentais. Vous avez bien entendu. C'est-à-dire que pour ce monsieur, la démocratie, le débat, c'est tu es majoritaire, tu peux parler, tu es minoritaire, tu dois te taire. Donc, ce qui m'a valu du coup un petit retour où je l'ai traité de Poutine parce qu'en fait, on est exactement dans le même sujet ici que si on était au politburo des anciens communistes ou au comité central du Parti communiste chinois. Vous voyez, c'est pas ma conception de la démocratie, ça ne le sera jamais. C'est juste évident. Hein. Une enceinte démocratique est un endroit où nous débattons. Pas un endroit où, sous prétexte que tu as bénéficié d'une majorité, tu es le seul à pouvoir t'exprimer et les autres doivent se taire. Voilà. Donc, voici pour l'ambiance. Super, une belle ambiance du coup. Oui, oui, oui. Bon, Ça annonçait un beau débat du coup. Exactement. Donc on a repéré quelques délibérations ou quelques motions qui ont été importantes dans ce conseil. J'évacue tout de suite, si vous voulez bien, la première qui concerne, vous savez, l'obligation faite aux associations de participer aux cérémonies patriotiques, etc. Bon. C'est la marotte de Masquelier. Vous avez vu tous les drapeaux français qu'il a mis dans sa commune, hein, c'est intéressant. On dirait qu'il a un complexe de nationalité française, ce monsieur. Je referme ma parenthèse. Donc son truc, et il l'a fait, c'est de dire que toute association qui reçoit une subvention de l'SRL Côte d'Azur doit participer à toutes les manifestations patriotiques. Alors moi, sur le principe, bon, pourquoi pas, il faudrait peut-être qu'il commence par demander à un premier vice-président, M. Rachlin, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, de participer lui-même à toutes les manifestations en question. Parce qu'en réalité, Dieu sait qu'il brille lui aussi par ses absences, y compris à celle du 14 juillet de cette année. Je vous le redis, il n'était pas présent. Il a séché sur Rachlin pour voir le feu d'artifice qui était sur les bateaux de ses amis, mais pour participer et faire le travail de premier magistrat de notre ville, ça, par contre, il n'était pas là. Donc, peut-être qu'on va sucrer du coup la rémunération de M. Rachlin s'il ne participe pas à toutes les manifestations patriotiques. Et parce que ce qu'il faut soulever par rapport à cette délibération, c'est que
les associations qui ne vont pas participer à ces manifestations patriotiques pourraient être dans l'objectif de ne plus avoir autant de Elles subventions. n'auront plus de subventions Voilà, des c'est CRL ça. Côte d'Azur. Voilà, bon, ça c'est dit. Allez, on évacue ça. On passe à la Et suivante. on passe à la suivante. Donc la suivante, c'est une motion cette fois sur Alors vous connaissez peut-être le principe de préemption Monsieur Masquelier a décidé de faire une demande auprès de Alors, l'État en matière en immobilière, matière ce sont les immobilière. fameuses déclarations d'intention d'aliéner. Vous savez, quand vous vendez votre appartement ou votre terrain, votre notaire écrit à la commune pour faire ce qu'on appelle une déclaration d'intention d'aliéner pour permettre à la commune de préempter le bien. Sauf que il y a 2 communes dans STRL Côte d'Azur qui ne peuvent pas préempter parce qu'elles sont carencées en logements sociaux par le préfet. C'est Roquebrune pour des raisons un peu historiques, et Saint-Raphaël pour des raisons dogmatiques. Saint-Raphaël a décidé de ne pas avoir de logements sociaux chez soi, et donc il décide de payer les pénalités et donc d'être carencé sur les DIA. Donc M. Masquelier a eu une super idée, c'est contourner cette interdiction en élevant l'examen des déclarations d'intention d'aliéner, non plus au stade communal, mais au stade intercommunal. Parce que là, il n'y a plus de carence. Alors, c'est qu'un vœu, etc. Personnellement, je m'y oppose. Je m'y suis opposé parce que c'est mettre le doigt dans une intercommunalisation de l'examen de la maîtrise foncière des communes. C'est-à-dire, on commence par les déclarations d'intention d'aliéner, et puis ensuite, demain, ça sera l'examen des permis de construire, etc. Vous avez déjà vu comment passe l'examen des permis de construire au stade communal, je n'y reviens pas. Il n'est pas question, de mon point de vue, de déposséder les communes de cette prérogative particulière. Donc je me suis opposé. C'est dommage parce que dans la même motion, hein, donc c'est pas contraignant, c'est juste un souhait qui est demandé à l'État. Il y avait une excellente chose, c'était celle de l'accélération des projets en cours, c'est de demander à l'État simplement de s'engager sur des délais de traitement de nos demandes quand on a des projets intercommunaux, exemple le Murdig à la Padue, exemple des aires de covoiturage, etc. Là-dessus, l'État met pas mal de temps pour répondre à nos projets. Entre parenthèses, ce qui est dommage surtout, c'est qu'on n'anticipe pas justement le retard de l'État. Vous voyez, sur le Murdig de la Palue, eh ben, on a demandé à l'État son opinion quand mai 2023, alors que c'est un sujet que nous portons et qui est majeur pour la communauté d'agglomération depuis juillet 2020. Sujet autrement important, l'égalité homme-femme. Oui. Donc sujet porté par Paul Boudoub, Oui, maire de Puget. Oui. Qu'en est-il du coup de l'évolution des salaires au sein de l'agglo ? Alors déjà, bon, moi je salue le travail de Paul Boudoub qui fait sur cette question de l'égalité femmes-hommes, qui est un sujet important pour lui, un très beau travail au sein de la communauté d'agglo. Mais c'est ce qu'on appelle un marronnier, c'est le rapport sur l'égalité femmes-hommes. Il y a aussi le rapport sur le développement durable qu'on abordera après, qu'on va aborder sur un mot. L'avantage, c'est que ça nous permet maintenant, d'une année sur l'autre, de pouvoir comparer les éléments qui nous sont fournis. Et l'année dernière, j'avais déjà été frappé par la différence de salaire entre les femmes et les hommes dans la catégorie, vous savez, la catégorie C. Vous savez que les fonctionnaires territoriaux sont répartis en catégorie A, B et C, c'est leur classement. Les femmes sont surreprésentées dans la catégorie C, elles sont 60% dans cette catégorie. Or, il y a une différence de traitement de salaire entre les hommes et les femmes au bénéfice des hommes de plus de 15% dans cette catégorie C, ce qui est quand même assez important. Et l'an dernier, parce qu'on nous avait expliqué que cette différence provenait de plusieurs facteurs, comme le fait que la vie professionnelle n'était pas linéaire chez les femmes, comme le fait qu'il y avait un certain nombre d'heures supplémentaires, un certain nombre d'astreintes davantage chez les hommes, j'avais demandé à ce que le rapport puisse isoler ces facteurs pour vérifier si le salaire de base, hors ces facteurs, était ou non différent, de manière à ce que, si c'était le cas, eh ben, on puisse avoir une véritable politique pour influer, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de différence. Tout le monde était d'accord l'an dernier, et malheureusement cette année, j'ai à nouveau le rapport qui nous est présenté et qui ne mentionne pas
ce correctif que j'avais, sur lequel nous étions tous d'accord, pour le voir gommé pour 2024. Donc, je l'ai redit, manifestement, ça a eu le don d'exaspérer M. Masquelier. Bah, tant pis, je le redirai l'année prochaine. Hein. Et puis, on va continuer jusqu'à ce que ça soit enfin entendu. Parce que c'est du bon sens, là, pour le coup. C'est juste du bon sens. Parce que s'il y a une difficulté, notre mission d'élu, à quoi sert un élu, hein, c'est de porter les correctifs nécessaires pour que cette différence de traitement, cette discrimination, disparaissent. C'est parfaitement normal. Voilà pour ce rapport. Un sujet hautement important, le développement durable. Oui, alors vous savez que la loi fait obligation à toutes les collectivités locales, que ce soit pour la commune ou pour SRL Côte d'Azur, c'est pareil, de présenter ce rapport, c'est-à-dire grosso modo sur un espèce de catalogue avec une dizaine de points majeurs d'entrée, faire le point sur les réalisations effectuées, celles qui sont à venir, enfin bref, avancer, avoir une vraie politique sur la question, parce que c'est en isolant les difficultés qu'on peut apporter des correctifs. Jusque-là, rien à dire. Sauf que chez nous, c'est un inventaire à l'après-vert. Et sur un certain nombre de points, alors qui sont très positifs, je veux dire, sur les aires de covoiturage qui sont à venir. Une nouvelle a été inaugurée le 29 après-midi. Je n'ai pas pu y aller parce que j'avais des activités professionnelles. Mais bref, sur ce genre de choses, il y a pas mal de choses qui sont importantes. Mais vous le savez, sur les pistes cyclables, typiquement, il n'y a quasiment pas d'évolution. Regardez Fréjus, qui nous annonce un budget de 400 000 euros pour la création de pistes cyclables l'année prochaine. 400 000 euros. Alors que depuis maintenant 8 mois, 10 mois, je propose, ne serait-ce qu'à M. Rachid, la création d'une voie verte sur 1 km entre le centre historique et la mer, qui va coûter 10 000 euros maximum. Ah, c'est pas bon. Donc, je reviens à mon sujet. Vous voyez, par exemple, protection de l'atmosphère, c'est un des entrants du développement durable. Eh bien, je propose que soit on arrête avec les escales des bateaux de croisière dans la baie qui ne nous apportent rien en termes touristiques, mais par contre qui nous envoient toute leur fumée parce que pendant leur escale, ils continuent à faire brûler leur gasoil et nous prenons tout, nous, dans nos poumons, merci les bateaux de croisière. Bon. Ou alors on les aménage, ce qui est un autre débat, sauf que là aussi, ça fait partie du rapport du développement durable. Il suffit de poser les questions et essayer de trouver des réponses adéquates. Bien. GEMAPI, vous savez, GEMAPI, c'est la gestion de l'eau. Je pose la question. Qu'est-ce qu'on fait pratiquement pour assurer le financement des travaux de débouchage on dit pas ça. Pour enlever le sable qui se trouve à l'embouchure de l'Argence. Aujourd'hui, vous avez un mur de plus de 3 mètres de sable qui, du coup, fait bouchon au fleuve. Résultat, chaque fois qu'il pleut, tous les terrains immédiatement à la base se retrouvent inondés. La base, c'est pas grave. Mais tous les terrains en amont, et notamment les terrains de camping, le sont aussi. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Donc, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Qu'est-ce qu'on fait pour l'entretien des garonnes qui sont autour, qui, si elles ne sont pas entretenues, vont inonder, notamment demain la Palue, tant qu'on n'aura pas fait le mur digue. Voilà, vous savez, c'est simple, encore une fois, c'est du bon sens. Sur la question des grands travaux dans l'agglomération, moi, je veux bien qu'on nous parle de développement durable, mais si c'est pour couler sur 22 mètres de profondeur et 50 mètres de diamètre du béton sur Fréjus-Plage, sur le parking de la République, vous comprenez l'incohérence du sujet? Vous voyez à quel point on n'est pas bon sur ce terrain. Bien. Sur l'agriculture, qu'est-ce que fait la communauté d'agglomération pour soutenir le maire de Roquebrune-sur-Argence dans sa politique de rachat de terrains agricoles afin d'assurer notre souveraineté alimentaire sur le terrain d'Estérel Côte d'Azur? Ça, c'est des questions que je pose et auxquelles je n'ai aucune réponse de la part de Frédéric Masquelier et de son équipe qui, parce qu'ils considèrent que le rapport sur le développement durable n'est rien d'autre qu'une espèce de marronnier, justement. Un truc dans lequel c'est du gadget, c'est l'État qui nous l'impose, donc on va vous filer un document
un peu tordus. On va faire semblant de s'occuper en réalité du développement durable. En fait, ils s'en foutent. Et puis, on va pas s'en occuper véritablement. Le dernier point, parce que ça, j'y tiens, qui est quand même hyper important sur l'agglo, c'est ce qu'on appelle la méthanisation. Alors, en 2 mots, la méthanisation, c'est la fabrication de méthane à partir de nos déchets. On a ce sujet notamment pour le traitement des boues qui sont issues du traitement des eaux usées sur les stations d'épuration. Sur la station d'épuration du Réran, on a un espèce de grand four, un digesteur, dans lequel nous prenons toutes les boues de récupération, on les brûle et une fois brûlées, ça produit du méthane. Et ce méthane, il est réinjecté en guise de carburant dans des bus, notamment pour la société Beltrame. Voilà. Donc vous voyez que non seulement ça ne coûte pas parce qu'on n'envoie pas ces boues pour traitement dans les Alpes-Maritimes et dans les Bouches-du-Rhône, mais en plus ça nous rapporte parce que ce méthane que nous produisons, nous le revendons. Bien. Pourquoi on ne le développe pas? Pourquoi est-ce qu'on n'a qu'un seul digesteur? Pourquoi est-ce qu'on n'en met pas un deuxième? Notamment sur la nouvelle station d'épuration des Adrets, qui est toute neuve et qui nous permettrait du coup de récupérer aussi une partie des boues produites dans les Alpes-Maritimes par la communauté de Cannes, des pays de Cannes, et puis du coup ça nous permettrait de le revendre à nouveau. Quand je pose ces questions-là en conseil d'agglomération, je n'ai aucune réponse. Et c'est bien dommage, hein. C'est voilà, un débat sur le rapport du développement durable et nous n'avons aucune réponse. C'est un débat. C'est pas un débat du coup. Bah non, c'est pas un débat. C'est le monologue du président, les questions que je pose pour son plus grand désespoir. Et puis vous, les citoyens qui restez sans réponse, parce qu'en réalité, ils s'en contrefichent. Voilà. Et un dernier point pour clôturer Ah oui, et il est important. ce petit live. Le débat d'orientation budgétaire. Exactement. Le DOB. Le DOB. Que c'est moche. Moche. Le débat d'orientation budgétaire, Un point important. Bah oui, parce que c'est le point préalable au vote du budget. Donc, ce sont, son nom l'indique, hein, les orientations budgétaires de la communauté d'agglomération, comme on a eu celui pour Fréjus la semaine dernière. Alors, le DOB, ici, il y a encore d'excellentes choses. Oui, SRL Côte d'Azur est un établissement public qui fonctionne bien, qui ne perd pas d'argent. Tu me diras, on ne peut pas en perdre, mais qui est équilibré, qui fonctionne bien. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Qui fonctionne bien, mais sur lequel il y a, dans les choix budgétaires qui sont réalisés, un certain nombre je dirais, de sources de danger à venir. La première, vous la connaissez tous, c'est la promenade des Bains. La promenade des Bains, pour son financement, je rappelle quand même que pour l'instant, l'enveloppe budgétaire qui lui est allouée, c'est 77 millions d'euros. 77 millions d'euros. Ces 77 millions d'euros sont financés à concurrence de 33 millions par l'utilisation des fonds propres d'Estérel Côte d'Azur agglomération. Le reste, c'est de l'emprunt. Mais les 33 millions en question, c'est l'intégralité de nos réserves. Une fois qu'elles seront utilisées, il n'y a plus rien pour le financement des autres grandes réalisations de l'agglo. Et je pense ici notamment au campus universitaire, qui reste pourtant un des points importants de notre action intercommunale. Alors, est-ce à dire que le campus est mis à l'écart pour pouvoir permettre au maire de Fréjus de réaliser son hôtel sur 3 hectares sur les 7 hectares et demi de cette surface? J'en sais rien. Je constate simplement qu'en l'état, la mobilisation intégrale de nos fonds propres de Estérel Côte d'Azur sur un seul sujet qui s'appelle la promenade des Bains est juste une hérésie. En tout cas, ce n'est pas un mode très sérieux en ce qui concerne la gestion de notre communauté. Idem en ce qui concerne
l'évolution de la masse salariale, mais ça, je ne vais pas y revenir. Vous l'avez lu, je crois, dans Var Matin, qui a relayé simplement le truc. Juste une observation. Le président Mascoli dit c'est tout à fait normal qu'il y ait plus 7% d'augmentation de masse salariale parce qu'on a eu 10% d'inflation dans le pays. Je crois qu'on mélange tout là. Hein. On confond les torchons et les serviettes, que je sache. Tous les fonctionnaires d'Estérel Côte d'Azur n'ont pas été augmentés de 7% sur leur fiche de paye pour compenser l'inflation. Donc ce n'est pas le sujet. S'il y a plus 7% d'augmentation, c'est parce que M. Masquelier a décidé d'augmenter le nombre des fonctionnaires de Estérel Côte d'Azur. Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas, je ne dis pas qu'ils travaillent mal, je ne dis pas qu'ils sont trop payés. Je dis simplement que la communauté d'agglomération était destinée initialement à soulager un certain nombre de tâches des communes. C'était un transfert de charges. Et là, ce n'est pas un transfert de charges qu'on a, c'est une augmentation. Voilà, donc ce qui s'est dit au sein de ce conseil communautaire, comptez sur moi pour continuer à vous rendre compte fidèlement de ce qui se dit, de ce qui se fait au sein de ce conseil communautaire, comme au sein du conseil municipal. En attendant, je vous souhaite à toutes, à tous un excellent week-end et puis on se dit à la prochaine fois. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.